Bonsoir, chers amis. Ce soir, je voulais vous parler d'une découverte théorique que j'ai fait il y a un an en matière de psychologie de la personnalité. C'est un modèle qui s'appelle Attitudinal Psyche. J'espère bien le prononcer. Attitudinal psyché, on pourrait dire en mauvais anglais francisé. Donc le modèle Attitudinal Psyche, c'est un modèle qui quelque part ressemble beaucoup au MBTI. Il y a de nombreux points communs, mais avec aussi des différences et des innovations conceptuelles intéressantes. C'est un modèle en tout cas que je trouve digne d'être exploré en soi. Alors, moi, à titre personnel, je crois qu'il m'intéresse tout particulièrement dans la mesure où je suis passionné donc de psychologie de la personnalité et notamment de MBTI. Mais dans le MBTI, pour ceux qui me connaissent, j'ai eu énormément de mal à trouver mon type et je dirais d'ailleurs que même à l'heure actuelle, je n'ai pas de certitude très très solide concernant mon type MBTI. Ça pourrait être INTP, même d'autres me voient plutôt INFJ ou ISTJ ou INFP, etc. etc. Et, euh, et donc voilà, c'est un petit peu agaçant avec ce modèle théorique de ne pas pouvoir me fixer quelque part sur un type. Là où à l'inverse, sur le modèle Attitudinal Psyche, mon typage est beaucoup plus facile et je n'ai jamais changé de type et voilà, le résultat me correspond très très bien. Donc, en quelque sorte, c'est un modèle que je trouve, voilà, que je trouve vraiment intéressant dans mon cas, sans pouvoir évidemment prétendre qu'il soit aussi parlant à d'autres personnes. C'est peut-être, en l'occurrence, une préférence personnelle. Mais en tout cas, laissez-moi vous le présenter dans cette petite vidéo en français. Petite vidéo en français qui me paraît d'autant plus intéressante que le modèle n'existe quasiment qu'en anglais, ce qui est dommage, mais peut-être que s'il se développe, ça pourra changer. Donc déjà pour comprendre le modèle, il faut voir qu'il s'intéresse à quatre fonctions, un petit peu à l'instar des fonctions MBTI. Alors ces quatre fonctions, ces quatre aspects, on dit dans le modèle, ce sont d'abord la logique. Alors la logique, c'est ce qu'on pourrait dire aussi la pensée, c'est-à-dire la compréhension des choses, la connaissance, le savoir, le fait de vouloir en particulier développer une réflexion, développer une connaissance, avoir une information. Donc tout ça, ça relève du domaine de la logique. Le deuxième domaine, donc, c'est l'émotion. Donc l'émotion, c'est à la fois l'émotion qu'on ressent en soi, le rapport avec ses propres émotions, mais c'est aussi et peut-être même surtout l'émotion en tant que lien aux autres. L'émotion a une fonction essentielle de relation, de lien. Les personnes qui sont fortes avec leurs émotions ont beaucoup plus de facilité à entretenir des relations affectives et sentimentales plutôt riches et intimes. Et à l'inverse, les personnes qui sont plutôt faibles en émotions sont beaucoup plus stoïques, beaucoup plus froides et beaucoup plus distantes. Elles ont plus de mal à partager des relations sociales fortes dans leur dimension affective notamment. Et donc un autre domaine, c'est le domaine de la volition. Alors le domaine de la volition, c'est le domaine le plus original. Pour le coup, il n'a aucun équivalent MBTI à proprement parler. Le domaine de la volition, alors volition, il faut entendre par là en quelque sorte volonté. C'est plus ou moins le même concept. Et ce qu'il faut entendre par là, par volition ou volonté, c'est un petit peu la capacité à déclencher et organiser une action en vue d'un but. La volition, c'est une capacité en quelque sorte à se mettre dans une démarche productive et structurée vers un objectif. On pourrait dire quelque part que la volition, c'est ce qui correspond au fait de travailler. Puisque le travail, c'est la mobilisation de moyens, d'efforts en vue d'obtenir une certaine fin et un certain résultat. Voilà ce qu'est la volition. Et du coup, le dernier domaine, c'est le domaine physique, c'est-à-dire tout ce qui relève du confort matériel, du domaine sensoriel, des choses, des objets, de ce qui est voilà, de ce qui est visible, de ce qui est appréhendable par les sens, en tout cas. Et donc chaque domaine se voit attribuer une lettre pour le résumer. Donc L, ça veut dire logique.
E, ça veut dire émotion, V, ça veut dire volition, et F, ça veut dire physique. Et ensuite, pour déterminer le type d'une personne, il s'agit d'organiser ces 4 domaines en les mettant chacune dans une position. Donc moi par exemple mon type c'est LVEF. LVEF donc L en position 1, c'est-à-dire logique en position 1, V en deuxième donc c'est-à-dire volition en position 2, E en troisième c'est-à-dire émotion en position 3, et F en quatrième, c'est-à-dire émotion en position 4. Et du coup, chaque position a une spécificité. Je vais vous les décrire de façon aussi synthétique que possible. Alors la première position, c'est la position confiante. On pourrait résumer la position confiante comme étant le domaine qui est au cœur de l'ego. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose sur lequel vous investissez finalement beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie et où vous prétendez rentrer en responsabilité. C'est quelque part ce sur quoi vous avez prétention à baser votre rôle, notamment votre rôle auprès des autres. C'est vraiment quelque chose dans lequel vous vous sentez maître de votre vie et maître éventuellement auprès des autres. Je vais vous donner un exemple, mais quelqu'un qui a la volition en position confiante, c'est quelqu'un qui aura tendance à prendre le leadership et à baser son identité sur sa volition. C'est-à-dire que par exemple, plus concrètement pour illustrer, ça pourrait être une personne qui aura tendance à créer des projets, à créer je sais pas, des réformes et à vouloir entraîner d'autres personnes dans son sillage pour amener ces personnes à travailler au service de son projet à elle. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, la position confiante, c'est une position où on prétend prendre la responsabilité de la chose. Et donc ça signifie que les personnes qui ont volition en position confiante veulent prendre la responsabilité d'organiser un travail. Donc c'est des personnes souvent qui ont un certain leadership entre guillemets productif, et je vois pas mal de ce genre de profil, par exemple dans les cercles de militants, à organiser régulièrement des actions un petit peu coup de poing, à prendre l'initiative d'organiser telle réunion publique, tel débat, tel happening pour sensibiliser sur quelque chose, etc. La position confiante, en résumé, elle se résume d'une part par un sentiment de compétence, c'est-à-dire on se sent on se sent plus naturellement maître dans ce domaine, et c'est aussi un domaine où on est plutôt négatif envers l'influence des autres, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir être un peu maître de ce domaine, à vouloir se l'approprier, et à pas forcément laisser les autres le faire à notre place. Ensuite, donc la deuxième position, c'est la position flexible. Alors le point commun avec la position confiante, c'est que dans la position flexible, il y a quand même un sentiment naturel de compétence. C'est-à-dire, en flexible, vous vous sentez assez naturellement à l'aise avec le domaine. Et au-delà de vous sentir à l'aise, c'est un domaine qui vous intéresse. C'est un domaine qui peut même vous passionner en un sens. La différence avec la position confiante, c'est que dans la position flexible, vous ne prétendez pas forcément prendre la responsabilité, prendre le contrôle de ce domaine. C'est même au contraire un domaine où vous aurez tendance à être très flexible avec les autres et à plutôt vous adapter à eux et à plutôt utiliser la compétence que vous estimez avoir dans ce domaine pour aider les autres à s'approprier ce domaine. Alors, je vais vous illustrer ça avec le domaine de l'émotion. Une personne qui a l'émotion en position flexible, c'est une personne qui n'est pas forcément très expressive émotionnellement, mais qui a tendance à être très empathique et bienveillante et à l'écoute des autres. C'est-à-dire qu'elle ne voudra pas forcément imposer son émotion aux autres. Ça serait plutôt par exemple une personne avec l'émotion confiante, c'est-à-dire qui veut vraiment prendre le contrôle du domaine émotionnel et limite l'imposer aux autres. Alors qu'en position flexible, c'est un domaine, c'est une position dans laquelle on est beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus à disposition des autres et adaptable à leur volonté dans ce domaine. Donc, pour reprendre sur l'exemple de l'émotion, une personne avec une émotion flexible ne sera pas forcément très expressive parce que son but ne sera pas d'obliger les autres à partager son émotion, elle sera beaucoup plus en appui des autres sur le plan émotionnel.
elle s'intéressera assez naturellement, avec souvent beaucoup de talent et de fluidité, à la sensibilité des autres. Elle essayera autant que possible de la respecter, de les mettre à l'aise, d'entretenir la relation, mais toujours de façon plutôt bienveillante. En général, les personnes avec une émotion flexible font d'excellents thérapeutes, d'excellents écoutants. Ce sont des personnes qui sont assez naturellement agréables en société. Ensuite, la position 3, donc la position insécure. Alors, celle-là, on pourrait dire que c'est la position quelque part la plus intéressante à mon sens. Ce qui est très différent des deux autres positions, c'est que c'est une position avec un sentiment naturel d'incompétence, ou en tout cas de fragilité, en quelque sorte. Et ce qui peut être en partie commun d'ailleurs avec la position confiante, c'est que c'est un domaine où il y a une méfiance envers l'influence des autres. Donc c'est un domaine quelque part qui est, comme la position confiante, assez proche de l'ego. Sauf que la position 1, on pourrait dire que c'est l'ego confiant, l'ego leader, alors que la position 3, ça serait plutôt l'ego blessé, l'ego complexé. La position 3, c'est typiquement un domaine où vous êtes un peu écorché, un peu à vif. Vous avez facilement des complexes et on peut facilement vous faire mal sur ce domaine. Ce qui fait que la position insécure, c'est une position où à la fois la personne se sent fragile et peut éventuellement avoir besoin de l'aide des autres sur cet aspect, mais elle peut être paradoxalement aussi très défensive, très méfiante envers ce que les autres peuvent lui apporter. Elle peut avoir du mal à lâcher le contrôle sur cet aspect, alors même que cet aspect on va dire, est plutôt blessé et plutôt à vif. Et ce qui est difficile à saisir avec la position 3, c'est que cette insécurité sur cet aspect peut mener à des attitudes qui peuvent être très paradoxales et très différentes selon les profils. C'est-à-dire qu'il y a des personnes face à cette insécurité qui vont avoir tendance à se distancier du domaine. Je vais vous donner l'exemple de on va dire, d'une stratégie de distanciation pour des personnes qui ont l'émotion en insécure. Quand l'émotion est insécure, les personnes auront tendance à être très froides, émotionnellement très stoïques, à ne pas vouloir montrer leurs émotions et à avoir du mal avec le partage d'émotions. Elles n'aimeront pas forcément trop les ambiances où il y a beaucoup d'expressions émotionnelles, elles n'aimeront pas forcément trop les relations, disons, thérapeutiques où la personne en face veut leur faire partager son émotion. Quelque part, elles seront très crispées sur la dimension émotionnelle. Et du coup, pour s'en protéger, elles prendront de la distance. Parce que ce qui est important à comprendre, c'est que la position insécure, c'est pas du tout une position indifférente. C'est au contraire une position d'hypersensibilité. Hypersensibilité qui peut amener à un retrait, à une distanciation pour se protéger. Mais les personnes qui ont l'émotion insécure peuvent être très très sensibles à l'intérieur et très angoissées sur cet aspect-là. Mais elles ne voudront pas forcément le montrer quand elles sont dans la stratégie de distanciation. Mais il peut y avoir parfois une autre stratégie face à cette insécurité qui peut être employée. Ça peut être par exemple la rébellion, c'est-à-dire le fait de vouloir n'en faire qu'à sa tête dans ce domaine en rejetant ce que peuvent proposer les autres dans ce domaine. Avoir une attitude un petit peu de forte tête, mais derrière laquelle il y a quand même une forte angoisse et un côté facilement blessé, facilement perturbé. Et autre stratégie, ça peut être le fait de vouloir masquer son incompétence en, au contraire, exhibant exagérément sa compétence là-dedans. Il y a même des personnes qui peuvent ne pas avoir conscience d'être insécures sur un aspect parce qu'en fait, elles s'auto-persuadent que tout va bien, je suis compétent, je maîtrise. Et pourquoi elles font ça? Eh bien, elles font ça précisément parce qu'il y a là-dedans un complexe d'ego blessé. Ça blesse la personne de sentir qu'elle est en difficulté avec l'aspect, alors il y en a qui sont un petit peu dans le déni et en rajoutent, alors qu'en réalité ils sont pas sereins là-dessus. Donc j'ai parlé d'un exemple d'émotion insécure. Pour citer une volition insécure, ça serait une personne qui se sent très stressée par rapport on va dire au cadre productif, par exemple par rapport aux missions dans un travail salarié,
qui peut avoir très peur d'avoir du mal à structurer son action et son activité de façon efficace, qui peut être extrêmement sensible aux critiques là-dessus, qui peut en faire un drame. Et il y a plusieurs personnes que je soupçonne d'avoir la volition en position insécure, et je crois que ça peut se manifester par le fait d'être très facilement en PLS, enfin, c'est-à-dire de facilement perdre ses moyens si la personne se sent dépassée en termes de capacité d'organisation de travail. C'est-à-dire avec à peine quelques tâches, quelques petites choses à faire, la personne elle peut se sentir déjà noyée sous du travail, et elle fait limite une crise d'angoisse, une crise de panique parce que même si elle n'a pas énormément de travail à faire, elle a l'impression qu'elle va jamais y arriver. Ça peut mener à d'autres attitudes de rébellion où la personne, par exemple, dans un cadre productif, dans un travail salarié, elle n'arrive pas bien à doser l'équilibre entre soumission et rébellion. Du coup, elle va tendance à voir se coucher de façon exagérément soumise à certains moments en voulant tout faire pour être le bon élève, qui fait tout bien comme il faut, mais de façon maladroite. Et à d'autres moments, elle va se mettre peut-être brusquement à se rebeller, à vouloir rejeter en bloc les conseils qu'on lui donne, et à n'en faire qu'à sa tête, alors que peut-être qu'on lui donne de bons conseils et peut-être que ça lui permettrait d'être plus efficace. Et après, elle s'en mordra potentiellement les doigts parce qu'elle se rendra compte qu'elle a foiré son truc, et ça appuiera encore sur sa blessure de position insécure. Donc, vous l'avez compris, la position insécure, c'est une position qui peut mener à des attitudes paradoxales, mais qui ont pour point commun d'être liées à une sorte de complexe, d'angoisse, de fragilité, de fébrilité, où la personne se sent en inconfort avec ce domaine. La quatrième position, c'est la position détachée, unbothered en anglais. Alors la position détachée, elle n'est pas nécessairement incompétente ou pas nécessairement indifférente, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est la position qui est la plus éloignée de l'ego, finalement. C'est la position où il y a le moins d'enjeux d'identité. C'est-à-dire que globalement, il n'y aura pas d'attention excessive, hors de proportion avec ce domaine. Enfin, quand je dis hors de proportion, c'est sous-entendu en proportion de l'enjeu. C'est-à-dire que si par exemple vous avez, disons, la logique en position détachée, évidemment, si à un moment donné il y a un problème de compréhension ou un manque d'information qui vous est préjudiciable, qui vous cause de vrais soucis, évidemment vous allez vous y intéresser, même si vous avez la logique en position 4, en position détachée. Par contre, ce que je veux dire par là, c'est que votre inquiétude pour cette information qui vous manque ne sera pas hors de proportion avec le problème que ça pose. On va dire, les inquiétudes qu'on a dans le domaine détaché sont relativement proportionnées à la gravité de la chose. Là où à l'inverse, dans la dimension insécure, il y a tendance à y avoir une angoisse hors de proportion avec le problème. C'est le domaine insécure, c'est typiquement le domaine où on a tendance à faire tout un pataquès pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc voilà, la position détachée, c'est une position avec laquelle il y a une certaine sérénité et dans lequel l'individu a tendance à ne pas vouloir prendre le leadership naturellement et à plutôt laisser les autres amener leurs compétences, amener leur volonté, amener leurs conditions. En fait, la position détachée, c'est celle où l'individu est le plus naturellement adaptable avec la flexible. C'est vraiment une position où, en quelque sorte, on se dit, bon, je sais faire ça, éventuellement, je peux me débrouiller, mais les autres savent mieux le faire. Ils ont qu'à le prendre en charge, ça me va très bien. Moi, je ferai mon truc et eux, ils m'aideront sur ça. C'est une position, voilà, où c'est facile d'accepter l'aide des autres parce que de toute façon, il n'y a pas d'enjeu d'ego là-dessus. Du coup, je vais vous illustrer ça avec mon propre type, qui est donc LVEF. Donc LVEF, la logique est en position confiante, c'est-à-dire que assez naturellement, j'ai tendance à vouloir développer de la pensée, à vouloir acquérir de la connaissance. C'est comme si finalement je base mon identité là-dessus, et c'est
probablement pour ça que je suis en train de faire cette vidéo-là, c'est que j'aime bien acquérir de la connaissance et la partager dans la mesure où je la trouve intéressante. Et limite, la connaissance la connaissance ou la réflexion peut presque être un but pour moi en soi. Ensuite, en position flexible, j'ai la volition. Et en fait, c'est intéressant, mais je trouve que ça correspond très bien à mon emploi professionnel. C'est-à-dire que dans mon métier actuel, je suis conseiller pour des travailleurs indépendants et en fait je les aide littéralement à s'organiser dans leur travail et dans leur agenda pour identifier quel dispositif solliciter face à quelle problématique, comment appréhender leur situation, est-ce qu'il faut mieux par exemple fermer leur entreprise, est-ce qu'il faut mieux aller voir d'abord tel fournisseur pour négocier une dette, est-ce qu'il faut mieux d'abord monter un dossier de demande d'aide sociale, etc., etc. Donc, quelque part, pour moi, ça illustre très bien la position flexible, dans le sens où je ne viens pas moi-même avec un projet autour duquel je cherche à fédérer les autres. Dans mon métier, finalement, je suis plutôt là pour accompagner les autres sur le domaine de l'organisation de l'action, sur le domaine de l'organisation du travail en quelque sorte. Moi-même, quelque part, je me sens suffisamment confiant avec on pourrait dire avec le monde du travail, avec le fait d'organiser efficacement l'action en priorisant de façon à atteindre un objectif, que je me sens à l'aise quand il s'agit d'accompagner d'autres personnes qui ont un objectif et qui ont besoin de réfléchir aux moyens et aux chemins pour atteindre cet objectif. Voilà, c'est vraiment le sens de la position flexible que d'être à disposition des autres pour les aider à s'approprier ce domaine. Ensuite, en tant que LVEF, j'ai l'émotion en position insécure. Donc, on m'a souvent dit que c'est très compliqué de deviner mes émotions depuis l'extérieur. Il y a des personnes même qui sont parfois très empathes, très perceptives, qui n'arrivent pas à deviner mon état émotionnel, qui n'arrivent pas à se rendre compte de mon état émotionnel. Et c'est-à-dire que je cache finalement beaucoup les choses. Et pourtant, je n'en ressens pas moins. Je peux même vous dire que je suis hypersensible et que quand il m'arrive des tourments émotionnels, ceux-ci me prennent vraiment énormément, me prennent en bloc. Mais du coup, et pour moi ça illustre très très bien la position insécure, j'ai du mal à les partager. J'ai du mal à les partager et réciproquement, j'ai aussi du mal avec les trop fortes manifestations émotionnelles, avec les trop forts partages émotionnels des autres. C'est quelque chose qui peut me mettre mal à l'aise. Je me sens vite entraîné dans une zone d'inconfort. La sociabiliser juste pour sociabiliser, pour partager de l'émotion, ça peut être difficile pour moi. Et pour moi, ça illustre très bien la nature de la position insécure qui a tendance à la fois être fragile, angoissée, et à être méfiante et défensive envers l'influence que peuvent avoir les autres sur ce domaine. Et enfin, dans le LVEF, il y a le physique en position 4. Donc ça, c'est le domaine dont je suis le plus détaché. On m'a régulièrement fait la remarque que j'étais totalement déconnecté du monde sensoriel et physique, qu'il fallait que je m'en occupe un peu plus. Mais le souci, c'est qu'en fait, je m'en fous. Pour le dire simplement, ça me passionne pas. Moi, le seul truc qui m'intéresse dans la dimension physique, c'est est-ce que j'ai ce qu'il faut pour survivre? Est-ce que j'ai assez à manger? Est-ce que j'ai le carburant qu'il me faut, par exemple? Est-ce que j'ai l'argent qu'il me faut sur mon compte en banque? Et à partir du moment où je sais que c'est le cas, eh bien, je ne m'en préoccupe plus. Je sais que ma survie est assurée, je n'ai plus besoin d'y réfléchir et je peux porter mon attention vers d'autres domaines. Voilà pour présenter un petit peu mon type, pour illustrer cette mise en ordre des quatre aspects en suivant une hiérarchie particulière. Peut-être pour conclure, là où je trouve que ce modèle peut être utile, je me dis notamment qu'il peut être intéressant sur le plan professionnel. Je me suis dit notamment que, alors déjà la position 1, peut être globalement un bon indice, même si on en a souvent naturellement déjà conscience, ça peut être un bon indice
du type de rôle qu'on peut assez facilement endosser, du type de, entre guillemets, responsabilité, compétences qu'on peut particulièrement développer. La position 2, la flexible, me semble également très intéressante professionnellement pour avoir conscience du type de domaine dans lesquels on peut aider les autres, dans lesquels on peut leur apporter notre soutien pour qu'eux se débrouillent mieux avec. Moi, par exemple, je trouve assez intéressant de conscientiser quelque part mon aisance avec le domaine du travail, le fait d'organiser une action pour atteindre un but. Je m'en rendais pas forcément compte avant, mais finalement c'est un aspect sur lequel je suis plutôt à l'aise et sur lequel je peux avoir une vraie plus-value à aider les autres à atteindre leurs propres objectifs. Donc voilà, je trouve que la position flexible est également intéressante pour conscientiser ses compétences. Concernant la position insécure, je la trouve presque encore plus intéressante, mais dans le sens inverse, c'est que je pense que la position insécure, c'est un domaine qu'il faut éviter de trop solliciter parce que sinon ça va nous mettre en difficulté. Je pense par exemple que quelqu'un qui a l'émotion en insécure a intérêt à ne pas trop baser son travail sur de l'émotionnel, sur de l'échange émotionnel, sur de la thérapie émotionnelle, etc. Soit parce que la personne sera trop inconfortable, trop coincée sur ce domaine, ou soit par exemple parce que ça sera une véritable éponge émotionnelle qui sera bouleversée par la moindre histoire triste qu'on lui racontera. Et du coup, voilà, je pense qu'il est préférable pour un individu de ne pas mettre le cœur de son travail sur la position 3 au risque de se retrouver toujours en situation d'inconfort. Pour autant, je pense que la position 3 est quelque chose qui peut inspirer notre métier. C'est-à-dire que quelque part, j'ai dit que c'était l'enjeu d'ego blessé, c'est une sorte de complexe identitaire, mais c'est aussi quelque chose vers lequel notre attention est naturellement attirée, parce que c'est là où se trouve ce qui peut nous compléter, ce qui peut nous rassurer, ce qui peut nous rendre de nouveau un. Donc, je pense que la position 3 suscite assez souvent une certaine motivation, une certaine stimulation. L'idéal est du coup de poursuivre cette motivation de façon plus indirecte. Et là, je vous donne un exemple dans le cas de l'émotion en insécure que je connais un petit peu mieux que d'autres. Je pense que quelqu'un avec l'émotion en insécure aura intérêt à ne pas baser son travail sur de l'émotionnel à proprement parler. Par contre, ce sont des personnes qui peuvent trouver beaucoup de sens à travailler au service des autres, au service du bien-être des autres, mais par exemple dans un rôle plus technique. Je pense à une personne qui a de très fortes valeurs sociales, qui a beaucoup à cœur d'aider des personnes handicapées notamment ou des personnes âgées, etc. Mais du coup qui choisit de les aider plutôt via ses compétences physiques et techniques, via sa capacité à organiser des choses, à organiser leur vie concrète. Ce qui est pour moi un exemple intéressant de possibilité de s'inspirer de la position insécure sans prétendre directement la prendre en main. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ce modèle vous intéressera. J'ai écrit un article en français pour le présenter qui résume un petit peu ce que j'ai dit de façon peut-être plus synthétique dans cette vidéo. Donc je le mets en dessous de la vidéo dans un lien. Et sinon, si vous êtes courageux, n'hésitez pas à aller voir le site en anglais que vous pouvez éventuellement traduire en français avec un test gratuit pour trouver votre type. Bonne soirée!